Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, de l'histoire avec un grand H au cœur de notre programme aujourd'hui. Voici d'abord les titres du JT. Les Gilets jaunes sont de retour, le mouvement reprend doucement, hausse des prix, emploi précaire mais aussi privation de liberté sont au cœur de leur colère. Ils ont manifesté à Longeville et Saint-Avold. Les anciens mineurs aussi se mobilisent, mais pas sur les ronds-points. Réunis en congrès, la fédération CGT des mineurs du bassin houiller de Lorraine continue son combat pour le maintien du régime spécifique de la sécurité sociale. Un club de voile qui n'a plus le droit de naviguer, c'est l'histoire du Zegel Club Saarland en conflit avec la municipalité de Rémerin-les-Putelanges depuis qu'elle a interdit toute activité nautique sur les temps des marais. Walligator aux couleurs d'Halloween. Depuis 21 ans, Halloween séduit les visiteurs du parc d'attractions. Point d'orgue des spectacles et animations de saison, un show pyrotechnique nocturne à découvrir jusqu'au 7 novembre. Résistance à outrance, un spectacle pour retracer les coulisses du siège de Bitche durant la guerre de 1870. L'écriture de la pièce et sa mise en scène sont signés Charlie Dame, à découvrir sur scène à partir du 5 novembre. Spectacle historique aussi, mais d'une autre page de l'histoire, celle de l'évacuation du début de la Deuxième Guerre mondiale. On en parlera avec notre invitée du jour, Margot Gauer, qui met en scène le spectacle 3940, Exil intérieur, mémoire d'évacués. Merci de participer à cette émission. Merci de m'avoir invitée, Julien. Bonjour. Avec plaisir. On parlera aussi de trains. Alors, pas ceux qui ont permis l'évacuation des Mosellans en 3940, mais ceux qui ont aujourd'hui une seconde vie sous une toute autre forme. Vous verrez. On commence avec l'actu. Les Gilets jaunes donnent à nouveau de la voix. Samedi, au rond-point du Cora de Longeville-les-Saint-Avold, une cinquantaine de Gilets jaunes s'est mobilisée pour manifester. Parmi les raisons de leur colère, la hausse des prix, notamment du carburant, les emplois précaires, mais également la privation de liberté. Retour en images sur cette mobilisation avec Kelly Perron. Allez, on est là, encore. Ah, vous n'êtes pas avec nous, vous, on dirait. Ah, pas du tout. 5 € le litre pour vous, monsieur. Ils n'étaient pas nombreux, mais surmotivés ce matin-là sur le rond-point du Cora à Longeville-les-Saint-Avold. Les raisons de leur retour sont identiques à la naissance du mouvement en 2018. Hausse des prix, notamment du gaz et du carburant, et des salaires qui n'augmentent pas. Ces gilets jaunes de la première heure, pour la majorité, comptent bien reprendre du service chaque week-end. L'essence est devenue comme les cigarettes à une époque, un produit de luxe aujourd'hui. Quand on fait un plein d'essence à 100 €, ça fait mal. Le mec qui en gagne 1000, c'est 10% de son salaire qui passe dans un plein d'essence. Tout ça pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir rentrer ces 1000 €. Il faut juste comprendre cette logique-là. Il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Et ça ne peut pas exister. C'est pas normal que ça existe, c'est tout. C'est pas avec leur chèque de 100 € là, un chèque inflation de 100 €. Ils vont nous donner une prime à l'énergie là aussi, de nouveau un chèque énergie, on ne sait pas de combien il est, et c'est pas ça qui va nous remplir l'assiette. On est là. Allez, klaxonnez, monsieur. Alphonse aussi fait partie de ces gilets jaunes de la première heure. Présent ce matin-là, il prévoit de se rendre à Metz l'après-midi même pour poursuivre cette mobilisation. D'après lui, des solutions existent pour répondre à leurs revendications. Donc, quoi faire déjà plus rien augmenter, et puis augmenter un tout petit peu les salaires et faire un équilibre. Mais là, c'est tous les jours qu'il y a quelque chose qui augmente. Donc, c'est impossible. Après une négociation avec les forces de l'ordre, les Gilets jaunes ont réussi à se faufiler jusqu'à la station essence afin de prendre la température des locaux venus faire leur plein de carburant. Donc, monsieur, il fait comprendre que le gouvernement, il se fout de notre gueule. Est-ce que vous avez entendu le message de monsieur? C'est de l'abus. Pendant le confinement, c'était 1,18 parce qu'ils savent que les gens, il y avait beaucoup moins qui travaillaient, puis maintenant que les gens ils travaillent, il a 1,50 minimum. C'est exagéré et bientôt rouler, ça sera du luxe. Il est très très cher, chaque jour il est monté, chaque jour. Hier l'autre prix, aujourd'hui l'autre prix. C'est bon. Les 100 € qu'ils ont donné, qu'ils vont donner aux gens qui gagnent moins de 2000 € pour les aider, je suis d'accord que ça va peut-être les aider sur le moment. Mais voilà, c'est tous les mois que les gens doivent mettre le plein pour aller au travail. Le prix de l'essence est plus élevé qu'au début de la crise des Gilets jaunes, avec une augmentation de 9% en seulement 2 mois et 13% pour le gaz en octobre. Des chiffres qui laissent présager une reprise du mouvement des Gilets jaunes, comme on a pu le connaître en 2018.
Autre combat qui ne s'essouffle pas, celui des anciens mineurs. Les mines de charbon sont fermées depuis de nombreuses années, mais cela n'a jamais stoppé la mobilisation des anciens mineurs pour leurs droits et notamment leur régime spécifique de sécurité sociale. Des syndicats se mobilisent, notamment la CGT. Elle a d'ailleurs tenu son 25e congrès à Sarreguemines. Marie-Morgane Pires y a assisté. Malgré son nom, la ville de Sarreguemines n'a jamais accueilli de mines. Par contre, elle compte parmi ses habitants de nombreux anciens mineurs. Certains se sont regroupés au sein de la fédération CGT des mineurs du bassin houiller de Lorraine. À la retraite, ils poursuivent leurs différents combats, notamment pour leur régime spécifique de sécurité sociale. Créé en 1946, il permet d'aider les anciens mineurs et les ayants droit sur les questions de santé, de maladies professionnelles ou de protection sociale. Depuis plusieurs années, ce régime est menacé. On a des droits et souvent les droits ne sont plus reconnus et bafoués. On a des centres de santé, dont beaucoup enfermés, ce qui fait qu'il y a 10 ou 11 médecins généralistes qui manquent dans le bassin minier, ce qui fait que notre population vieillissante, puisque la moyenne d'âge des mineurs c'est 80 ans, donc elle a du mal à trouver une médecine locale. Autre préoccupation pour les anciens mineurs et notamment les 80 inscrits dans la section de Sarreguemines, les retraites. Il pointe du doigt certaines disparités. Un exemple, les anciens avant 93 qui sont partis en retraite avant 93, il y a une différence de 36-37% de retraite de base avec les derniers partis. Et là aussi, c'est un grand combat qu'on mène depuis des années. Le congrès qui se déroule tous les 3 ans était l'occasion de faire le bilan des actions passées, mais aussi d'évoquer les mobilisations à venir pour faire entendre leurs droits. Avenir compromis pour le club de voile. L'activité du Segelclub Saarland est à l'arrêt suite à un conflit avec la mairie de Rémerin-les-Putelanges. Depuis le début de l'année, la commune a interdit toute activité nautique sur l'étang des Marais. La cause, une mauvaise qualité de l'eau liée au développement de micro-organismes qui peuvent être néfastes pour la santé. La justice a été saisie pour mettre fin au conflit. Explication dans ce reportage de Christelle Reviaco. Une nouvelle affiche est visible devant le club de voile allemand à Rémerin-les-Putelanges. Elle n'est pas là pour annoncer une compétition, mais pour alerter les habitants. Car depuis le début de l'année, le Segelclub Saarland est en conflit avec la municipalité. Tout a commencé l'année dernière quand la mairie a décidé de mettre fin aux activités nautiques dans l'étang des Marais. Die Aktivitäten sind seit diesem Jahr gestoppt. Seit 1.1.2021 sind sämtliche Aktivitäten auf dem étang des Marais. Pour cause, des micro-organismes prolifèrent dans l'étang des Marais, des cyanobactéries dangereuses pour la santé humaine et animale. Le nouveau propriétaire de l'ancien camping municipal Cap Fun est aussi concerné par cette interdiction. La mairie demande également au Segelclub Saar de retirer leurs pontons et leurs postes de surveillance en bordure d'eau. Dans une lettre adressée aux citoyens, la mairie atteste que ces constructions n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public ni d'aucune validation de permis de construire. Es ist so, dass am 27. September, also im vergangenen Monat, eine Anhörung in Straßburg gewesen ist. Es ging aber darum, ob die Gemeinde Recht bekommt, dass wir eben unsere Anlagen am Ufer entfernen müssen und den Zaun. Le tribunal administratif de Strasbourg a tranché début du mois en attestant que les équipements du club de voile constituent une dépendance du domaine public de la commune de Rémerin-les-Putelanges. Mais en parallèle, la justice a rendu sa décision concernant les travaux de renaturation aux abords de l'étang. La mairie voudrait les entreprendre rapidement. Le tribunal a contesté l'urgence de ces travaux et atteste que les équipements du club n'interdisent pas leur réalisation. En réponse à ces conclusions, le Segelclub a lancé une pétition pour maintenir l'activité de voile dans la commune. Camper rime avec bonheur. Halloween approche à grands pas. Depuis une semaine, Walligator se met au diapason. Jusqu'au 7 novembre, le parc d'attractions propose à ses visiteurs des animations de rue, des spectacles et même un show pyrotechnique en nocturne. Reportage de Florian Tonizzo. De jour comme de nuit, la parade défile dans les rues de Walligator. Ces animations de rue ont vu le jour il y a un an pour s'adapter à la situation sanitaire. Il se passe ainsi toujours quelque chose dans les allées du parc d'attractions pour le plus grand bonheur des visiteurs. C'est plutôt sympa, il y a pas mal de choses différentes dans tout le parc, donc c'est plutôt marrant. Ouais. Ils ont fait un bel effort et il y a pas mal d'attractions sympas autour d'Halloween. Ça fait son effet chaque année, mais vu que moi j'ai l'habitude d'être dans des parcs, dans cette ambiance, je perds un peu l'effet effrayant, mais c'est toujours un plaisir de m'y promener. J'ai bien aimé les costumes, les déguisements,
les attractions. Il y a des décorations partout. Quand on marche, on jette un coup d'œil à gauche, à droite et c'est vraiment très très beau et c'est vraiment très bien réussi cette année. J'ai trouvé que c'était super bien décoré et les attractions c'est super. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le spectacle près des chaises volantes. Parce que j'aime bien quand il met le fil dans la bouche et il tire après. Cet illusionniste, c'est Pablo. Il est venu du sud de l'Espagne pour jouer son spectacle devant le public de Walligator. Une belle opportunité pour lui de faire valoir ses talents avec des anneaux et des cordes dans les mains. That's amazing, and I think here with this show of Halloween we create a really good and magic atmosphere in this park. Pour relooker Walligator aux couleurs d'Halloween, une quinzaine de saisonniers ont passé 3 semaines à répartir des tonnes de citrouilles et de paille aux 4 coins du parc, avec notamment le retour du labyrinthe de paille. Chaque année, Halloween est un événement incontournable. Il y a 21 ans, quand on a fait la première édition, on n'y croyait pas. On a eu un petit peu de succès, il faisait chaud, il faisait beau. Et puis finalement, ça allait crescendo et ces dernières années, ça a pris une ampleur. Et ça représente 25% du chiffre d'affaires et de la fréquentation. Donc c'est vraiment énorme. On a une quinzaine de saisonniers qui ont passé plus de 3 semaines à travailler sur les décors, sur l'installation. On a également les permanents, essayer de trouver chaque fois des scénettes différentes, trouver quelque chose qui fasse en sorte que ce Halloween soit vraiment unique dans le quart nord-est, soit différent des autres. Cerise sur le gâteau, les visiteurs ont pu apprécier en début de soirée un superbe show pyrotechnique de son et lumière, histoire de finir en apothéose, une journée riche en émotions et parfois même en frayeur. Spectacle historique maintenant avec Résistance à outrance. C'est le titre du 15e spectacle écrit par Charlie Dame, une pièce qui montre les coulisses du siège de Bitche durant la guerre de 1870. Après avoir recueilli des témoignages écrits de militaires et de civils ayant vécu l'événement, 7 mois de travail ont été nécessaires pour écrire la pièce. Le projet est porté financièrement par la ville de Bitche à hauteur de 40 000 €. Hier soir, une répétition s'est tenue à l'espace René Cassin. David Orès y a assisté. C'était au tour des militaires. Hier soir, une dizaine de comédiens se sont retrouvés à l'espace René Cassin de Bitche pour une répétition du spectacle Résistance à outrance de Charlie Dame, une pièce qui s'inscrit dans le cadre du 150aire de la guerre de 1870 et qui raconte les coulisses du siège de Bitche. Ce spectacle, j'ai voulu montrer l'osmose qu'il y avait et puis les rapports qu'il y avait entre les militaires et les Bitchois, qui était quand même assez formidable, puisqu'à la fin, les femmes bitchoises ont cousu un drapeau bleu-blanc-rouge où ils leur ont dit merci. On appelle ça un conducteur plateau. C'est voilà, parce qu'il y a aussi le conducteur technique. Et Dieu sait, c'est pas tout à fait la même chose. Avez-vous déjà participé à une bataille? Non, mon commandant. Tant mieux pour vous. Laissez ces hommes s'exprimer. Ils ont vu la mort de tellement près qu'il faut les laisser l'évacuer. D'un côté les militaires, de l'autre les civils. Ainsi se déroulent également les répétitions pour les 37 comédiens qui y participent. La pièce est découpée en 8 tableaux, des tableaux peints par François Abel et qui seront projetés sur un écran placé en fond de scène. Pas de mobilier ni de décor particulier, les répliques ont été enregistrées et les comédiens jouent en playback. Le tout prévu pour une durée d'1h45. Le général Fahy avait recommandé de ne pas chercher à défendre Bitche, qui lui paraissait indéfendable. Livrer la ville, c'est livrer son fort. Et ça, jamais. Vous m'entendez, Rigaud? Jamais. Je suis bitchois de naissance, ma famille est bitchoise depuis 1765, donc tout ce qui est histoire de Bitche me touche beaucoup à cœur. En me mettant dans les habits du commandant Tessier, je ne peux pas me mettre à sa place, parce que c'est indescriptible ce qu'ils ont vécu. Son caractère est assez strict, militaire, et j'ai pas forcément l'habitude d'avoir ce genre de caractère, donc c'est un rôle qui est assez compliqué à reproduire. Auteur, compositeur, metteur en scène, Charlie Dame porte encore une 4e casquette. La casquette du maire de Bitche de l'époque. Le Fayot, le Fahy, c'est lui qui est parti avec 1000 habitants et qui n'avait pas confiance en... Parce que j'ai trouvé personne pour prendre le rôle. Voilà. Je viens d'apprendre que vous voulez mettre la ville de Bitche en position de défense. Est-ce vrai? Absolument. C'est insensé. Pure folie. Les Allemands vont assiéger la ville et tirer jour et nuit jusqu'à ce que vous vous rendiez.
Chant, théâtre, musique, Charlie Dame signe là son 15e spectacle. Reporté à 2 reprises à cause de la crise sanitaire, il aura finalement lieu. 6 représentations sont prévues les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 novembre. L'ultime répétition aura lieu jeudi, la semaine prochaine. Autre période de l'histoire, autre spectacle, c'est notre invité du jour qui va nous en parler. Marie Bocauer, 39-40, Exil intérieur, mémoire d'évacués. C'est un spectacle qu'on va enfin pouvoir découvrir samedi. Ce sera sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et je dis enfin parce que c'était un spectacle qui avait déjà été programmé et qui a dû être reporté à cause de la crise sanitaire. Ça a compliqué les choses. C'est évident. Le spectacle était programmé pour septembre 2020, reporté pour mois de mars et finalement présenté maintenant le 30 octobre 2021. Alors, compliqué et nous sommes ravis de pouvoir enfin le montrer au public. Ça y est, c'est sûr, ce sera samedi. Alors, le thème, c'est l'évacuation des Mosellans au début de la Deuxième Guerre mondiale et raconté à travers le périple de 4 familles. Du coup, il y a en fait un peu toutes les générations qui sont sur scène, c'est ça? C'est ça, parce que c'est toutes les générations qui sont parties en 1939 pour Charente ou département de la Vienne ou d'autres départements. Et j'ai profité de fait qu'au conservatoire, j'ai quelquefois les parents et les enfants et je réunis les familles parce qu'on m'a demandé de faire un spectacle avec la distanciation interpersonnelle. Et j'ai réuni les familles sur la scène. Donc ça a permis du coup, malgré le contexte sanitaire, de faciliter la mise en scène, de pouvoir être proche parce que c'est le même foyer. Et du coup, il y a des gens de quel âge à quel âge sur scène dans ce spectacle? Et les plus jeunes, à 11 ans, les plus âgés, je pense qu'on peut arriver presque jusqu'à 70 ans. Et puis, il n'y a pas que des comédiens sur scène, puisque c'est un spectacle qui mêle le théâtre à la musique, la danse et aussi au chant. Tout ça, ce sont des disciplines qui sont enseignées au Conservatoire municipal de Sarreguemines. C'était une volonté de réunir un peu tout ce beau monde sur scène? Absolument. Je pense qu'un spectacle fait en transversalité, qui peut réunir la musique, la danse, le chant et aussi le théâtre, c'est un spectacle qui peut parler à tout le monde. Et j'ai la chance d'avoir 4 professeurs de conservatoire, musiciens, qui vont accompagner ce spectacle en musique, in vivo. Ça, c'est génial. Toute cette histoire, c'est aussi quelque chose qu'il a fallu écrire, il a fallu faire des recherches. C'est quelque chose que vous avez fait toute seule dans votre coin? J'ai eu beaucoup de chance parce qu'au début des premiers confinements, juste avant, j'ai demandé accès au matériel de la ville de Sarreguemines. Alors, les collègues des archives, ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient et ce qu'ils pouvaient me procurer, énormément du matériel. J'étais allée aussi au musée de Schirmeck et j'ai ramassé aussi des petites histoires dans des villages autour. Il y a des mairies qui m'ont aidé, les gens. J'ai eu aussi les personnes qui ont un certain âge, mais la mémoire vraiment très vive, et qui ont témoigné. Alors j'ai écrit tout ce que j'ai entendu et ensuite j'ai résumé en plaçant dans les périples des 4 familles plupart des histoires entendues ou lues. Et ça les réunit comme ça sur scène. Alors cette pièce, elle s'inscrit dans la programmation Moselle déracinée. De nombreux événements sont proposés dans ce cadre par le département de la Moselle. C'est important de se souvenir de cette période-là aussi de l'histoire, puisque les témoins petit à petit malheureusement disparaissent. Mais vous personnellement, est-ce que c'est un thème qui vous touche, qui vous a touché en l'écrivant aussi? Je ne suis pas mosellane de naissance, mais je suis mosellane d'adoption. J'aime beaucoup les gens d'ici et puis ces territoires. Et je suis donc une exilée qui a été bien reçue, qui a été bien accueillie. Alors je devais
je pense que je devais ça à tous ceux qui m'ont si bien accueilli. Et d'ailleurs, dans ma famille, ma belle-mère, mon beau-père, ils étaient aussi exilés en 1939. Alors, ils nous ont raconté un peu cette histoire. Il fallait vraiment le faire pour aussi montrer à tous les jeunes actuellement qu'est-ce que les grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu et à quel point c'était plus difficile que le confinement. Oui, ça aussi, parce que certains sont beaucoup pleins, mais pas du tout dans ce même contexte. Ce voyage, ce changement radical pour ces familles, ça a parfois été vécu vraiment comme une tragédie à l'époque. Au final, dans la pièce, est-ce que ça se ressent? Est-ce que c'est une tragédie? Est-ce que ça mêle un peu les genres? Quel est le genre de cette pièce? Je pense que c'est une pièce pleine de tendresse. Évidemment, d'être exilé, expulsé, obligé de partir, de tout quitter, c'est une tragédie. Mais le caractère des Mosellans, cette envie de travailler, de s'intégrer, a fait qu'ils étaient finalement bien reçus et appréciés. Certains sont restés jusqu'à 1945, d'autres sont revenus en 1940, mais ils ont laissé les bons souvenirs là-bas. D'où énormément de jumelages. Il y a eu beaucoup d'échanges entre, notamment Chasseneuil, la ville qui a accueilli les Sarregueminois. Et je crois que pendant de longues années, ça prouvait qu'Exil peut être aussi heureux. Et positif. Et donc, ce n'est pas une pièce qu'on regarde en pleurant. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et donc, représentation samedi à 15h15 et à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. En plus, c'est gratuit, mais attention, c'est dans la limite des places disponibles, évidemment. Vous pouvez retirer vos billets à l'Office de tourisme. Il en reste encore, mais pas beaucoup. Donc, dépêchez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Et puis, bon spectacle. Dans l'immédiat, nous, on va voir quel spectacle nous réserve la météo pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une belle journée qui se profile pour demain. Au lever du jour, des brumes et brouillards seront toujours présents, mais la grisaille se dissipe en cours de matinée. L'après-midi, le ciel sera bien dégagé et le soleil généreux. Ça va se ressentir du côté des températures avec des maximales qui remontent jusqu'à 14 à 17 degrés. Les minimales iront de 4 à 5 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Emeline. Il fera jour de 8h11 à 18h19. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Revivez l'histoire du siège de Beach dans un spectacle historique. À l'Espace Cassin les 5 et 6 novembre à 20h et le 7 novembre à 17h. Les 12 et 13 novembre à 20h et le 14 novembre à 17h. Tarif adulte 15 €. Réservation en ligne sur ville-beach.fr. Résistance à outrance. Un spectacle signé Charlie Dame. Pendant le mois Octobre Rose, les centres de santé AVS vous offrent 20% de remise sur toute la lingerie adaptée. Retrouvez aussi des pins, bracelets, sacs et t-shirts pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Pour plus d'informations, contactez vos conseillères au 03 87 95 61 00. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth. Ce vendredi, retrouvez Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien installés à Sierstal autour d'un bon café. Café Krensel, une émission à suivre sur Mosaïque Cristal et en replay sur mosaïque-cristal.tv. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach.
que peuvent bien avoir en commun un sac, une ceinture, une table ou encore un établi? Eh bien, ils peuvent tous provenir d'un ancien wagon. Thomas Drouin a voulu savoir comment c'était possible. Voici le résultat de ses investigations. À Sarreguemines, l'auberge Saint-Walfried est reconnue pour sa cuisine, mais le chef Stéphane Schneider porte aussi une grande importance aux bâtiments et à leur aménagement. Ces dernières acquisitions, des tables, à l'histoire bien particulière. J'aime le bois, j'aime le vieux bois, j'aime la pierre. Et qu'on a vu le potentiel de ces planches en chêne et de ce qu'on pouvait en faire, on a tout de suite signé. Et on est tombé vraiment amoureux de ces tables et de ce produit. Ces tables ont beaucoup de kilomètres derrière elles. Dans une autre vie, c'était en effet des wagons qui ont circulé en France et en Europe. Pour comprendre comment des wagons peuvent ainsi se retrouver en terrasse d'un restaurant renommé, il faut prendre la direction de Morsbach, du côté de l'ancienne gare de triage des houillères du bassin lorrain. Ces 50 km de voies ferrées étaient autrefois liés à l'activité minière de la région. C'est aujourd'hui un immense parking ferroviaire. L'activité première du site, c'est le stockage de wagons. Donc c'est un grand parking, mais pour des wagons. Et les gens ont souvent tendance à penser que les wagons appartiennent à la SNCF, alors que non, elles appartiennent à des entreprises privées. Donc un client qui nous loue par exemple 10 km à l'année, on lui doit effectivement de pouvoir garer ces 10 km de wagons. Après effectivement, quand on n'a pas vraiment de contrat, c'est au jour le jour, le client nous appelle et nous demande effectivement si on a la place pour sa rame de wagon qui mesure 700 mètres, où il a tant et tant de wagons, de tant et tant de mètres. Par exemple, l'entreprise Hermeva gare en moyenne 600 de ses 42 000 wagons à Morsbach. Et comme les wagons ne sont pas éternels, les plus anciens sont retirés de la circulation. Parfois, certains sont réutilisés en tant que lieu de vie. Donc tu vois là, il y a un de nos sous-traitants qui s'est fait un atelier dans un des wagons qu'on a démantelé. C'est un établi qui a été fait complètement en rambarde de wagons, ainsi que tout ce qui est contreplaqué qu'on a récupéré. Et puis effectivement, on en a fait des parois. Mais la plupart passent par la case démantèlement. Cela est aussi possible ici. Avec la société de garage de Morsbach, Hermeva a donc réfléchi à comment valoriser ces wagons en fin de vie. Donc on va récupérer l'acier qui va repartir en fonderie ou en aciérie. Et tout ce qu'on appelle un stérile, donc qui n'a pas de valeur marché à proprement parler, on va essayer de lui donner une deuxième vie. Donc là tu vois les séries qu'on est en train de démanteler, donc les reels derrière, et puis les fameux shims que vous nous avez confiés au démantèlement. Très bien. En moyenne, on va dire on fait entre 2 et 5 wagons par jour avec nos deux équipes. Voilà, on fait entre 3 et 5 wagons par jour. Mais alors, que deviennent les parties non métalliques du wagon ? Il y a quelques temps de ça, on a fait une campagne de récupération de bâches pour en faire des sacs à main. Et après, on voyait dans les magazines de déco, on a vu qu'il y avait pas mal de planchers bois issus de wagons de fret qui étaient utilisés. Et donc on s'est dit pourquoi pas revaloriser cette matière. Donc là par exemple on a un wagon de type Reels, que nous on appelle Reels, et c'est un wagon qui était destiné à transporter des palettes, par exemple de l'eau ou d'autres boissons. Donc on a la partie bâche qu'on vient redécouper, voilà. Cette bâche, on va en récupérer les beaux tags pour les nettoyer, et pourquoi pas en faire des cadres. Et la doublure qu'on a ici au niveau de la jonction de deux bâches, celle-ci on va la récupérer pour faire des ceintures, voilà, comme je porte par exemple moi, c'est une ceinture complètement faite en bâche de wagon. Après, pour illustrer un peu, on a donc le plancher à l'état brut. Et ce sont ces planches qui sont utilisées pour fabriquer des tables, des chaises et des bancs. Bon, et là Myriam, tu vois, on a préparé une commande qui va partir mercredi chez une cliente. La table de salon qu'on a ici, tu vois, c'est le plateau en chêne, récupéré donc sur les planchers. On a fait un double plateau avec l'étagère en bas. Concernant les meubles, les tables sont particulièrement demandées. C'est ainsi que le démantèlement n'est pas un terminus pour les wagons, mais un aiguillage vers une nouvelle vie. Et comme un wagon peut en cacher un autre, ces objets recyclés ont encore un bel avenir devant eux. C'est la fin de cette émission, à voir et à revoir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Continuez de nous suivre aussi sur notre page Facebook. Demain, vous avez rendez-vous dès midi avec Margot. Très bonne journée à tous.